Sounou Assurance vous propose Priorité Santé et vous invite à respecter les gestes barrières pour préserver votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Caroline Paré. Bonjour à toutes et à tous. La planète vit aujourd'hui une crise sanitaire inédite. Une phrase répétée encore et encore depuis plus d'1 an maintenant, alors que les connaissances sur le Covid-19 s'étoffent et que simultanément, ce même coronavirus suscite de nouvelles interrogations. Il y a 40 ans exactement, c'est avec la publication de 2 premiers articles scientifiques que le monde médical découvrait une autre infection inconnue. Une maladie émergente qui, à ce jour, a touché plus de 75 millions d'êtres humains. Le sida, responsable de près de 33 millions de décès. 40 années, l'occasion d'un retour en arrière sur la découverte, les premières avancées, les premières luttes. Une maladie qui, au-delà de la peur qu'elle suscitait, a ensuite ouvert la voie dans de très nombreux domaines. La recherche, l'accès au traitement. Mais le sida peut être surtout, et cela beaucoup d'entre nous en bénéficient encore aujourd'hui, donner une place différente aux patients. Plus actifs, mieux informés, davantage impliqués dans sa prise en charge. Une place, et autant dire des droits, obtenus à l'issue de luttes qui ont donné lieu à une alliance inédite entre chercheurs, cliniciens et malades. Maladies infectieuses, lutte sociale, lutte contre les stigmatisations, santé sexuelle, lutte pour le droit de se soigner et de se protéger, lutte aussi pour le droit d'aimer. L'histoire du VIH renvoie donc au combat singulier du corps contre le virus, mais aussi à cet engagement d'une communauté scientifique et citoyenne unie pour la qualité de vie de chacun. Une histoire qui n'appartient pas au passé. Une histoire de la lutte contre le sida, un ouvrage aussi documenté que touffu et vivant dans lequel on retrouve des événements partagés, des figures connues, mais à la lecture duquel aussi on découvre des coulisses parfois inattendues. Une somme de plus de 600 pages coécrite avec Olivier Morel et dont vous êtes venu nous parler aujourd'hui. Michel Bourrelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, militant de la lutte contre le sida. Cette histoire de la lutte contre le sida est publiée aux éditions Nouveau Monde. La prévention avec au quotidien ce qui bouge. Nous parlerons de la PrEP, ce traitement préventif contre la transmission du VIH qui peut maintenant être prescrite en France en cabinet aux personnes séronégatives. On sera en ligne avec le docteur Agnès Gianotti, médecin généraliste dans le 18e arrondissement de Paris. La prise en charge avec l'espoir du développement de médicaments d'action prolongée. On sait que les traitements antirétroviraux ont changé la vie des personnes séropositives, mais leur prise reste assez contraignante. Avec le docteur Luis Pizarro, médecin chef d'équipe pour United, nous parlerons de l'amélioration à venir grâce à une solution injectable pour soulager les patients, simplifier et améliorer l'observance. Priorité Santé sur RFI. Une lutte toujours d'actualité, on en parle régulièrement dans Priorité Santé, Michel Bourrelli. Dans le même temps, une histoire riche d'enseignements sur le plan social, sur le plan médical. 40 ans, beaucoup de changements, des premières découvertes, les dernières innovations. Cette histoire du sida, en fait, elle déborde bien au-delà du domaine de la santé. Elle inspire. Elle exacerbe, elle montre certaines choses qu'on ne voyait pas, elle émeut. Vous l'expliquez comment, justement, y compris cette charge affective ? Je crois que essentiellement, cette maladie a été gérée par des communautés au départ. Donc parce que, en particulier en France, notre livre parle essentiellement de 40 ans d'histoire de la lutte contre le sida dans notre pays, en France. Il a fallu attendre quand même un certain nombre d'années pour que les gouvernements prennent la mesure de l'importance de ce virus et de cette infection due au VIH. Donc les communautés se sont organisées parce qu'elles étaient touchées. Mais les communautés, c'est pas simplement des personnes qui ont une pratique ou qui ont une sexualité, c'est aussi plus largement des personnes autour d'elles qui sont aussi les proches de ces personnes-là. Donc il y a eu effectivement une charge émotionnelle forte parce que les personnes mouraient. C'est-à-dire que lorsqu'en 1981, mais en 80, c'est les premiers articles, en 1983, c'est la découverte du virus en France par Françoise Barré-Sinoussi. Et déjà, les personnes étaient infectées depuis un certain nombre d'années et beaucoup allaient mourir et mouraient sans trop savoir ce qui se passait. Certains ont découvert après la mort de quelqu'un que c'était le VIH.
Donc, et c'est d'ailleurs comme ça que l'association Aide s'est créée lorsque Michel Foucault, donc, qui était le compagnon de Daniel Defer, est décédé en juin 84. Le grand philosophe. Le grand philosophe, Michel Foucault, qui a beaucoup réfléchi sur la santé, justement. Eh bien, Daniel, cette rage, il a voulu la transformer en créant une association. Donc, ça a relevé l'instinct de rage, de bataille et de révolte des personnes pour créer quelque chose. La peur et l'angoisse et la maladie ont finalement été vecteurs d'action, d'engagement. Parce qu'au départ, vous le soulignez, vous parlez des communautés, mais c'est vrai, Michel Bourelli, au début, même si le sida concerne toute la société, il y a vraiment le cantonnement, la stigmatisation, on peut même dire une ghettoisation, et on le retrouve dans les premières appellations de la maladie, les surnoms donnés. Dans la presse, on voit carrément une cancer gay, c'est écrit noir sur blanc, ou la maladie des 4 H. Ça veut dire qu'au début, c'est les autres, mais c'est jamais moi. C'est ça. Et alors c'est assez mécanique comme réflexe. C'est pas seulement dans le VIH. On a toujours tendance à penser que tout n'arrive qu'aux autres. Mais dans le VIH, c'était très clair et très rapidement, ça a été un moyen malheureusement néfaste d'isoler cette maladie et les personnes qui étaient porteuses du VIH. Quand on parle de cancer gay, effectivement, on stigmatise une communauté des hommes qui ont des rapports homosexuels. Et c'est particulièrement contre-productif en matière de prévention. Totalement contre-productif. Toute loi stigmatisante ou toute parole stigmatisante est contre-productive. On le voit pour les usagers de drogue. La loi de 70, qui a maintenant donc 51 ans en France, on voit bien que cette loi qui est censée encadrer l'usage des drogues, etc., mais pénaliser à la fois les usagers et les personnes qui revendent, a été complètement contre-productive. Parce que c'est même pas si comme elle ça est encore répétée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur qui dit on ne doit pas accompagner, on doit punir. Voilà. Alors qu'on doit supporter et pas punir. C'est comme ça que ça marche. Mais ça devrait marcher comme ça en France ou dans les autres pays. Les autres pays, c'est sur des lois contre l'homosexualité qui sont contre-productives aussi. C'est-à-dire que personne n'est exempt de distorsion complète entre la réalité de ce qu'il faudrait faire et ce qui est fait. C'est plutôt se voiler la face. Au cours de cette émission, on va vous proposer des voyages sonores, des retours dans le temps avec des voix d'acteurs internationaux de la lutte contre le sida. Je disais tout à l'heure les 4 H, ces 4 H des groupes stigmatisés, on va les redire, c'était héroïnomane, homosexuel, hémophile à cause des transfusions sanguines. Et puis, un de ces H, c'est haïtien. Et c'est à Port-au-Prince que Priorité Santé était allé rencontrer le docteur Jean-William Pape. On l'appelle Bill Pape là-bas, infectiologue. À la toute fin des années 70, vers 1979, c'est très très tôt, il identifie dans l'état de la Caraïbe des patients atypiques. On n'en avait jamais vu de comme ça. Un extrait du portrait qu'on avait diffusé le 15 février 2019. Vous savez, moi je suis interniste infectiologue et je travaille en pédiatrie. Et évidemment, la nouvelle s'est su très rapidement qu'on avait un produit efficace pour traiter les enfants qui avaient les diarrhées infectieuses. Et automatiquement, les internistes, mes collègues, m'ont invité à voir des patients qui avaient également une diarrhée chronique. C'était les premiers cas de sida. Ils avaient des infections dites opportunistes. On a appelé notre groupe haïtien d'études du sarcome de Kaposi des infections opportunistes parce que c'est ainsi que se présentaient les patients. Dans les années 90, il y a un représentant de l'Organisation panaméricaine de la santé qui nous avait dit « Bon, écoutez, il n'y a rien à faire, les gens vont mourir ». Et c'était tout à fait décourageant. Fort heureusement, les médicaments sont arrivés et ça fait vraiment une différence énorme. C'était l'effet Lazare qu'on a vu avec ces médicaments. L'effet Lazare, on renaît des cendres, premier traitement 1987. On va dire, Michel Bourelli, ça a tout changé. Alors ça commence à tout changer. Oui, ça commence, mais aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà, on voit le résultat, parce qu'il faut quand même voir que, effectivement, on était désespérés avant 87. Moi, j'ai commencé à être dans une association de lutte contre le sida en 86, donc un peu avant, il n'y avait absolument rien. Nos temps, ils se répartissaient entre l'hôpital, les crématoriums et les achats de fleurs. Donc c'était quand même quelque chose de redoutable. Et c'est vrai que quand on avait le test positif, c'était une condamnation. Ah oui. À cette époque-là. Avant les premiers traitements, donc très rapidement, parce que vous parlez de 87, c'est à peu près l'arrivée du rétrovir, de la ZT. Avant ça, même dans des associations, on ne conseillait même pas de faire un
test, parce que on disait considérez-vous comme positif et utilisez des préservatifs, parce que de toute manière avec un test, à part savoir qu'on allait mourir, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est complètement changé tout ça. C'est heureusement complètement changé. Donc 87, c'est l'arrivée de cet AZT qui a certainement tué autant que le VIH, mais enfin, dans les premiers temps, on avait un gros espoir. Et puis après, on a quand même réfléchi. Et j'ai aussi travaillé d'ailleurs dans la recherche médicale sur les antiprotéases à Londres dans le passé, et pour arriver en 96 à ces multithérapies, à ces trithérapies, qui ont effectivement fait cet effet Lazare véritable. C'est-à-dire que les personnes qui étaient hospitalisées avec 0 T4, au bout de 2 ou 3 mois, se retrouvaient à pouvoir sortir de l'hôpital et au bout de quelques mois encore supplémentaires, peut-être reprendre une vie tout à fait normale. Il se refaisait une immunité. Complètement. C'est-à-dire que les T4, donc les cellules de l'immunité, les lymphocytes, se multipliaient, revenaient, alors qu'ils avaient complètement disparu, que parfois les gens avaient 0 T4. Hein. Donc c'est vrai, c'était vrai. Donc c'était la porte ouverte à toutes les infections possibles et imaginables. Et avec l'arrivée des antiprotéases en particulier et l'adjonction d'autres molécules, les personnes ont retrouvé une nouvelle vie. Et on voit vraiment qu'il y a ce côté multiple. Il y a la lutte, il y a le laboratoire, on va entendre d'autres chercheurs. Et puis il y a d'autres figures, là parfois assez inattendues. Il y a la révélation aussi, une forme de coming out de la maladie. Des personnes qui disent « oui, je suis malade » ou des proches qui disent « oui, il est parti, il est mort du sida ». Des personnalités qui s'affirment pour la santé, sur scène, à la télé. Vous, c'est quoi les personnalités qui vous ont marqué ou même des moments, des paroles ? Je pense que l'interview de Jean-Paul Aron sur mon sida, donc que nous relatons dans le livre, était un moment important. Bon, il est décédé peu de temps après. Après, c'est aussi ça, c'est le timing, le choix du timing. C'est-à-dire que finalement, c'était un peu à la fin de sa vie, mais néanmoins, il en a parlé de son vivant et raconté son histoire. Donc, ça a été quand même, je pense, à l'époque, un moment assez fort. C'est pas tout à fait la même chose avec Rock Hudson. Rock Hudson est venu mourir alors en France. une immense vedette d'Hollywood qui était adulée par les femmes, vraiment absolument. Un grand séducteur. Un sex symbole de l'époque, qui était homosexuel, donc et qui était très proche de Liz Taylor, et est venu, comme le virus avait été découvert à Paris, qu'il y avait un certain nombre de personnalités qui travaillaient là-dessus, et a pris son avion, est venu pour essayer d'être soigné, mais ça n'a pas marché. Le traitement qui était alors à l'étude ne fonctionnait pas. Mais beaucoup de traitements qu'on cherche quand il y a une urgence ne fonctionnent pas. Le tout, c'est de ne pas s'enferrer dans le fait que ça marche. Donc là, à l'époque, on avait la chance d'avoir une communauté scientifique qui a dit non, ça ne marche pas, on arrête, ce qu'on n'a pas vu dans le Covid. Oui, on va voir qu'il y a un certain nombre de parallélismes pour le meilleur et pour le pire. Alors, en tout cas, il y avait une véritable urgence dans cette maladie parce qu'il y avait le risque qui était là, effectivement. Et cette urgence, c'est peut-être ce qui a aussi favorisé certains traits d'union entre des communautés qui n'étaient pas forcément liées jusque-là, les chercheurs, les soignants, les patients. Alors, on retourne dans les archives de Priorité Santé, de nos portraits. On avait donné la parole le 2 janvier 2019 au prix Nobel de médecine, professeure Françoise Barré-Sinoussi, virologue, co-découvreuse du virus du sida et présidente de SIDAction. La rencontre avec Willy, avec Françoise Brun-Vésinet, avec les cliniciens, ça a été quelque chose de déterminant dans cette découverte du virus responsable du sida. C'est à travers les discussions avec eux et ensemble, réellement, qu'on a défini les approches pour essayer d'identifier le virus responsable de la maladie. Pour moi, ça a été aussi quelque chose de nouveau, de comprendre combien cet échange avec des cliniciens et un peu plus tard avec des patients, pouvait nous alimenter, nous les chercheurs, à essayer de poser de nouvelles questions, d'avoir de nouvelles approches et d'essayer d'aller le plus vite possible justement en travaillant avec et pour les patients. Et ça, c'est cette rencontre avec les cliniciens, pour moi, depuis 83 jusqu'à ma retraite et encore maintenant, j'ai jamais imaginé une seule minute travailler sans avoir ce contact et cette collaboration très étroite avec nos collègues cliniciens.
Michel Bourelli, votre livre, il met justement en avant cette dimension essentielle que pointe le professeur Barré-Sinoussi. Dans l'échange, elle évoque la collaboration avec le professeur Rosenbaum. C'est vrai qu'il y a cette anecdote, on parle d'un ganglion infecté, c'est là-dessus que il va y avoir les cellules clés pour la découverte tellement importante. C'est une forme d'union sacrée dans cette lutte. Il y a les conférences internationales, il y a même des fois des militants qui s'expriment dans la rue, dans des actions très visibles, très spectaculaires, mais il y a eu vraiment une sorte d'alchimie dans tout ça. Ah oui, c'est véritablement une alchimie. Et puis, il y a eu des concours de circonstances. Par exemple, l'histoire du professeur Rosenbaum, c'est que lorsque les articles sortent en 1981, il est abonné à la revue, cette revue médicale qui relate cette nouvelle maladie qui sortait, qui arrivait aux États-Unis. Il la reçoit et l'après-midi, alors qu'il a déjà lu l'article, il reçoit une personne qui rentre complètement dans les critères et il se dit c'est peut-être un cas également. Donc c'est des exemples de ce niveau-là. C'est aussi le fait que les patients eux-mêmes ont voulu être acteurs et n'étaient pas en lutte avec ni le corps médical ni la recherche. Et c'est tous ensemble que ça a fonctionné. Et c'est surtout ils étaient aussi acteurs du changement de la société jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute de leur vie. Moi j'ai souvenir d'un trésorier de aide à Marseille qui a signé une convention pour l'aide à domicile, qui était un projet pilote à Marseille. Il a signé la convention en 1991. Quelques heures après, il est décédé dans son lit parce qu'il a signé sur son lit. Et tout ça est un peu très relié. Et Françoise aurait pu dire qu'elle avait visité l'hôpital général de San Francisco, je crois en 84 ou 85, et elle va au lit d'un patient qui lui dit dans son oreille « Merci ». Et elle comprend, elle dit pas trop pourquoi. Merci, pas pour moi, parce que moi c'est fini, mais pour tout ce que vous allez faire pour les autres. Et il est mort le lendemain. Donc Françoise est restée très, très marquée par ça. Et c'est cette émotion qui aussi nous a animés et qui a un peu alimenté notre rage. Et aussi, vous disiez justement cette prise de pouvoir de la communauté, et ce, partout dans le monde. On le voit aussi en Afrique, ou peut-être plus qu'ailleurs sur la planète, le rôle de la société civile a été absolument déterminant parce que personne finalement ne voulait s'y coller. Michel Bourelli, même s'il y avait les infectiologues qui étaient là au premier plan, parmi ces infectiologues, on va donner justement la parole à l'une d'entre elles. Toujours un retour dans le rétroviseur, une autre évocation, 1986 là. Le professeur Awa Marie Kolsek, chercheur, ancienne ministre de la Santé du Sénégal, évoque à son tour sa première rencontre avec le virus. Le sida nous est tombé dessus comme ça. On en entendait parler. Et un beau jour, j'ai eu un malade qui avait beaucoup de signes assez évocateurs. Mais à l'époque, on n'avait même pas la possibilité de faire les tests au Sénégal complètement. C'était en 86. Et pour vous dire, les premiers cas datent de 81 en Europe et aux États-Unis. Donc en 86, et j'ai fait un prélèvement que j'ai donné à une amie, Mireille Prince-David, qui était chef du laboratoire, qui l'a envoyé aussi en France. Et un beau jour, à 10h, 22h, elle m'appelle. Elle me dit « Awa, tu viens de découvrir le premier cas de sida au Sénégal. » Premier cas identifié au Sénégal, comme le souligne Awa Marie Kolsek, portrait diffusé le 31 décembre 2018. Michel Bourelli, vous le soulignez à la page 25 de votre histoire de la lutte contre le sida. Les 10 pays qui ont la plus forte prévalence aujourd'hui, en 2021 du VIH, ils sont tous situés en Afrique, essentiellement Afrique australe, Afrique orientale, même si, là aussi on le souligne, il y a d'immenses progrès qui ont été enregistrés au cours des 20 dernières années. Oui, complètement. Même un décalage, effectivement, dans le temps, parce que il y a eu un retard à l'allumage en Afrique, parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette prise en charge, cette réflexion des gouvernements. Et il a fallu susciter la révolte et l'action de la société civile, comme vous le décriviez, et comme aussi en partie dit à Awa, parce que c'est des médecins qui se sont montés en association au Mali, au Sénégal, ailleurs. Et je crois qu'effectivement, malgré l'arrivée après, au début des années 2000, du Fonds mondial de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, qui a permis de faire passer à presque 50% de personnes sous traitement en Afrique. Donc, mais c'est pas suffisant, bien sûr, 50%. Il faut 100% de personnes sous traitement. C'est un peu comme la vaccination à l'heure actuelle. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les personnes qui sont dépistées séropositives puissent avoir accès à un traitement dont on sait qu'une fois qu'il est bien pris,
il n'y a plus de transmission. Donc, on va couper cette courbe des infections et arriver à faire ça. Donc, on est toujours en décalage, mais c'est bel et bien parce qu'il y avait un déficit de prise en charge au tout début. Alors, l'accès au traitement, également le droit des minorités. Et puis, un point essentiel, c'est vraiment viser juste, c'est-à-dire tenir compte de toutes les spécificités de la maladie dans la proposition de prise en charge en termes de prévention, en termes de traitement. Et la prévention, elle ne se limite pas simplement aux préservatifs ou même du côté des religieux au conseil d'abstinence. Loin de là, d'autres initiatives, d'autres projets, d'autres offres existent. Et pour en parler avec nous, docteur Agnès Gianotti, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes médecin généraliste dans le 18e arrondissement de Paris et ensemble, on va parler d'un outil essentiel pour le traitement en termes de prévention. Il s'agit de la PrEP. Tout simplement, docteur Gianotti, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 4 lettres PrEP ? Alors, les 4 lettres veulent dire prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire prendre des médicaments comme en prévention avant d'être infecté. Alors, c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Dans un pays comme la France, maintenant, la PrEP n'est plus simplement délivrée dans les services dédiés des hôpitaux, dans les services d'infectiologie, tous ceux qui prennent en charge au long cours les patients concernés par le VIH, mais c'est élargi aux cabinets médicaux. Ça veut dire on peut aller chez son médecin, le docteur de la famille, et si on en a besoin, se faire prescrire la PrEP. Qu'est-ce que ça peut changer pour les usagers, pour les patients ? Il y a plein de situations où ça peut concerner des patients qui, jusqu'à présent, n'y avaient pas accès. Prenons des familles migrantes. Très souvent, les couples sont séparés. Il y en a un en Afrique et l'autre en France. Et donc, quand on est séparés comme ça pendant des mois, voire des années, on ne sait pas forcément ce que l'autre fait. On n'ose pas, au retour, quand on se retrouve, lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce qu'il faut aller faire un test, mettre un préservatif ?» Et donc, c'est une alternative de se couvrir avec une protection médicamenteuse. Donc, c'est un nouveau moyen de protection qui peut concerner des gens qui, jusque-là, ne pouvaient pas se protéger. Et c'est vrai que c'est important quand on s'occupe de la prévention du VIH, de pas forcément vouloir convaincre les gens de changer de pratique, mais en fait de leur apporter des solutions qui correspondent à la réalité de leur vie. Exactement. Il peut y avoir aussi des femmes, par exemple, qui sont hébergées en échange de rapports non protégés et sinon elles se retrouvent à la rue. Enfin, il y a aussi des formes de contraintes dont il faut tenir compte. Donc, la médecine générale permet d'avoir une connaissance dans la durée des patients. Ce qui est nouveau, c'est qu'il faut aborder des problèmes alors que les gens viennent des fois pas pour ça. Ils viennent parce qu'ils ont une angine ou parce qu'on parle de contraception ou n'importe quoi. Et là, c'est une démarche qu'il nous faut acquérir, nous, professionnels de santé, d'aller chercher si les gens ne peuvent pas être concernés par la PrEP. C'est ça qui est nouveau. Parce qu'ils n'ont pas forcément connaissance juste simplement de l'existence de ce dispositif. Ça veut dire que vous ciblez certaines populations en particulier ? Je pense que ça sera des questions à poser à l'ensemble des patients progressivement, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans notre culture de poser systématiquement des questions aux patients sur la sexualité, savoir si on a des rapports avec les hommes et les femmes ou que les hommes ou que les femmes, si on a plusieurs partenaires, en dehors de consultations très ciblées sexualité, mais pour que ça aille à l'ensemble des patients, il va falloir qu'on ait une démarche proactive, on peut dire, pour que des gens qui ne penseraient pas à nous en parler puissent évoquer ces sujets. Ça veut dire par exemple aussi être formé sur cette question. Absolument. Et puis, mais c'est des formations qui ne sont pas forcément longues. C'est plutôt s'autoriser à aborder des sujets sans avoir l'impression d'être intrusif. De la même manière qu'on peut aussi aborder la question des violences sexuelles ou des violences conjugales lorsqu'on est généraliste et poser ça un petit peu dans les questions de base au même titre que « est-ce que vous connaissez certaines allergies ?» Exactement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, ça prend du temps aussi, donc c'est peut-être pas à la première consultation qu'on va tout faire, mais c'est quelque chose qu'on doit petit à petit rentrer dans nos habitudes de consultation. Docteur Gianotti, est-ce qu'il y a un suivi particulier lorsque vous prescrivez la PrEP, justement ? Ah oui, c'est évident, parce que d'abord, la PrEP ne protège pas contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Et puis, c'est un médicament, c'est l'un des médicaments du VIH. Alors évidemment, ça ne peut pas soigner quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui a déjà le virus, c'est incomplet et ça ne fera qu'avoir des effets délétères si on lui donne ça. Mais par contre, il y a la même surveillance. Donc il y a des contraintes.
Donc la PrEP ne peut pas s'appliquer à tout le monde. C'est prendre un médicament régulièrement, faire des prises de sang avant, après, vérifier qu'on le supporte, vérifier qu'on n'a pas attrapé d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc tout le monde ne sera pas intéressé par la PrEP, mais il faut au moins l'expliquer, savoir que ça existe et peut-être qu'à certains moments de notre vie, on en aura besoin. Docteur Gianotti, si vous me permettez, 2 auditeurs de Priorité Santé nous ont envoyé des questions qui concernent la transmission du VIH. J'aimerais vous les soumettre. Il y a Fiston de République démocratique du Congo. Il demande combien de temps le virus du sida peut être contaminant, par exemple, sur un objet tranchant à l'air libre, donc en présence d'une blessure, de présence de sang, par exemple. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, par exemple, de la température. Si votre objet tranchant, il est en plein soleil à 40 degrés, ça ne va pas vivre longtemps. Mais tant que la durée de vie va entre une demi-heure, maximum 2 heures, mais ça dépend aussi de la quantité de sang, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'objet tranchant, il ne faut pas l'utiliser personne après personne sans désinfection, ça c'est clair. C'est pour ça qu'on a toutes les précautions, par exemple, par rapport aux seringues, c'est essentiel ? Exactement. Mais en dehors des seringues ou des objets tranchants, genre circoncision à la queue leu-leu sans désinfection, dans la vie quotidienne, c'est pas comme ça qu'on se contamine. Alors, autre question, là, c'est Djeneba du Burkina Faso qui demande si une femme séropositive peut tomber enceinte sans contaminer son partenaire. Là, il y a des conditions bien précises. Ah ben ça, les conditions, c'est qu'elle soit traitée, qu'elle prenne vraiment son traitement et que la charge virale soit indétectable. Donc, c'est vrai que le fait de traiter les personnes séropositives est le moyen de prévention le plus efficace pour les gens déjà contaminés. Et on le répète encore une fois, quand on prend bien son traitement, que la charge virale est contrôlée et nulle, on peut avoir des relations sexuelles et mettre au monde un enfant sans risque de contamination. Voilà, donc c'est vraiment très très important. Alors une charge virale, je dirais pas qu'elle est nulle, mais elle est indétectable. Indétectable. On ne peut pas la trouver, tellement elle est mineure. On vous remercie infiniment, Dr Agnès Gianotti, pour votre éclairage. On vous rend à vos patients. Michel Bourrelli, important, on a parlé de la PrEP. C'est vrai que ça peut être essentiel pour viser certaines populations. Je pense en particulier aux femmes en Afrique, notamment aux travailleuses du sexe, aux femmes qui vendent leur corps pour gagner leur vie parce qu'elles n'en ont pas les moyens autrement. Donc là, la PrEP, quand il y a, on va parler crûment, des clients qui ne veulent pas utiliser le préservatif, parce que ça aussi c'est une réalité, c'est justement ce qu'on dit, s'adapter aux réalités, sans jugement moral, et c'est ça l'essentiel pour la prévention. La PrEP, ça peut être une solution pour se protéger. Bien sûr, c'est une solution individuelle, un choix individuel qui nous permet de se protéger individuellement. C'est ça qui est très important. Donc effectivement, dans le cas que vous décriviez, Caroline, de personnes qui sont travailleuses du sexe, ça libère d'un poids, du risque d'une contamination ou d'un préservatif qui craque ou de tout ce qu'on a connu dans le passé. Donc ça protège terriblement et de façon efficace. Mais pour reprendre ce que vient de dire Dr Gianotti, je pense que ce qui est important, effectivement, c'est que les médecins généralistes puissent prescrire. Ce qui serait aussi capital en même temps, c'est qu'enfin, l'État décide de faire la promotion de la PrEP et qu'on en parle. Parce que c'est bien beau d'avoir dans des cabinets des médecins qui sont un petit peu embarrassés pour parler sexualité, et qui a le droit de prescrire, et alors ils vont choisir à qui on va en parler, etc. C'est très important d'avoir ce droit de prescrire. Mais si les patients eux-mêmes ne savent pas qu'il y a cette possibilité, ils n'en parleront jamais. Donc il y a une nécessité d'ouvrir largement une communication sur la PrEP, y compris aussi sur le TASP, c'est-à-dire le traitement qui permet de réduire les risques de transmission, parce que personne ne le sait, et ça diminuera le nombre de personnes qui sont sérophobes et qui ont peur des personnes séropositives. Effectivement, parce que par exemple, quand on a une jeune fille ou un jeune garçon qui rentre dans la sexualité, on parle de la pilule du lendemain, par contre, on ne parle pas forcément du traitement post-exposition, et y compris pour les jeunes personnes qui peuvent être victimes de violences sexuelles. Pourquoi aussi on va à l'hôpital si on a subi un viol ? Pourquoi ? Pour avoir ce traitement post-exposition, on pense à son avenir, on pense à se protéger. Il y aura après la réparation psychologique évidemment, mais d'abord on met la barrière au VIH
en prenant ce traitement. Et c'est très important de bien distinguer, Michel Bourelli, cette PrEP, justement, de ce traitement post-exposition ou traitement d'urgence. Oui, complètement. Alors, ils font le même travail, je dirais, mais un le fait en amont et l'autre fait en aval. Donc, la PrEP, c'est au long cours. C'est soit à la demande, c'est-à-dire les personnes qui veulent se protéger et qui savent que peut-être, à la sortie d'une soirée, ne penseront pas au préservatif ou ne veulent pas utiliser le préservatif, pourront le prendre à la demande en prenant 2 comprimés d'un seul coup, au moins 4 heures avant, un rapport, et puis après, 2 jours suivants, un comprimé chaque jour. Ou alors, au long cours, tout le temps, un comprimé tous les jours. Ça, c'est une possibilité. Et dans le cadre de la PEP, donc le traitement qui vient après un rapport dit à risque, lorsqu'il y a eu ou alors un préservatif qui a craqué, ou alors un viol, comme vous disiez, dans le pire des cas, c'est aller très rapidement aux urgences ou dans un centre où on peut avoir accès à ces traitements et le prendre pendant un mois et pour éviter d'avoir une contamination. Mais il y a une nécessité là aussi je dirais, de populariser ce schéma-là. Le faire savoir. Et faire savoir et de trouver des endroits où les gens ont accès, pas seulement les urgences, où on risque d'avoir 9 heures d'attente, comme c'est le cas à Marseille, par exemple, lorsqu'on vient pour un traitement. Parce qu'il y a d'autres priorités dans les urgences, des gens qui arrivent, qui sont en train de mourir, etc. Donc le choix du tri fait que... Des bureaux dédiés. Voilà, absolument. Des bureaux dédiés. On comprend vraiment l'évolution au fil de ces années, Michel Bourelli. C'est peut-être ce principe de réalité, accepter les modes de vie plutôt que les faire changer. Ça veut dire... on oublie la culpabilisation, on oublie le jugement. Par exemple, pour les personnes qui injectent de la drogue, ne pas exiger le sevrage, mais juste avoir une injection sécurisée. Même chose pour le préservatif. Rendre nulle la charge virale plutôt que systématiser le préservatif. Ou par la PrEP, on vient de le dire avec le docteur Gianotti. Ça veut dire aussi un travail d'acceptation de la part de la communauté médicale qui, au départ, n'était pas franchement, on va dire, ouverte à toutes les différences. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Mais je pense qu'il y avait d'abord, on est arrivé à une nouvelle génération au moment de l'arrivée de ce nouveau virus dans le début des années 80. Donc, il y avait quand même un changement. Les médecins dont on parle maintenant avaient 35-40 ans. Donc, et c'était un peu la fin des mandarins, même s'il en reste toujours. Hein, je pourrais faire la carte de France des mandarins, si vous voulez. Non, mais la réalité, c'est qu'effectivement, avec ces communautés, qui arrivaient et qui petit à petit, de plus en plus nombreuses, eh bien, les médecins ont appris à changer leur façon de penser. C'était pas seulement des homosexuels, c'était des usagers de drogue aussi, par voie injectable, qui eux-mêmes ont pris à bras le corps leur vie, leur santé, et même quand on leur disait, on pensait, le Conseil de l'ordre parlait souvent du patient incapable de prendre en charge sa propre santé, on s'est bien rendu compte que c'était faux, et lorsqu'on donne les moyens, et lorsqu'on explique aux personnes quel est leur intérêt dans la prise, par exemple, de seringues stériles, et entre le choix d'une seringue sale et d'une seringue stérile, c'est vite fait. On prend une seringue stérile si on a accès assez facilement. Et encore une fois, l'accès, donc, le rendre disponible un petit peu et qu'il y ait un vrai maillage territorial. On va poursuivre cette évocation de cette histoire de la lutte contre le sida avec vous, Michel Bourelli, dans Priorité Santé, juste après Le Chemin. Anissa Altmayer et Joey Homicile sur RFI. Jette un œil sur ce chemin, regarde le temps, lui la main. Tu vois, il y a des fausses notes partout. Si t'écoutes bien, ça peut rendre fou. Il y a des ratures et des trous, des sauts dans le vide, des points, des flous, des réactions violentes, du dégoût. Et au fond de ça, il y a un peu de nous. Tu laisses une trace sur pile et face, je rate le marché ton. Écoute bien ce refrain. Donne-moi ta main, ça me fait du bien.
Priorité santé sur RFI, 40 ans après la publication des premiers articles scientifiques décrivant les premiers cas de sida aux États-Unis. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Bourrelly qui a co-signé avec Olivier Morel une histoire de la lutte contre le sida aux éditions Nouveau Monde. Le poids des mots, essentiel quand on parle des malades. On retourne en arrière, même si c'est toujours vrai pour certains, déni, manque de recul, avec aussi une forme de violence dans la façon de désigner les malades et de parler de la maladie. Ces mots qui changent tout, par exemple, on comprend bien le sens de la nuance en vous lisant, Michel Bourrelly, distinguer. Qu'est-ce que ça change quand on parle des groupes à risque par rapport aux comportements à risque? Ça change quoi? Mais je pense qu'avoir des comportements à risque, ça a tendance à stigmatiser des personnes par leur acte, simplement. Or, dans la lutte contre le VIH et dans notre pratique, ce que l'on voulait, c'était essentiellement que les personnes comprennent les risques qu'ils pouvaient prendre en étant ce qu'ils sont, ce qu'ils étaient. Donc certainement pas de stigmatiser leur comportement, que ce soit de l'injection, que ce soit leurs rapports sexuels, leur type de rapport sexuel. On va vers d'autres expressions comme par exemple plus positives, mais c'est pas simplement que de l'emballage marketing. Ah non. Population clé. Alors, population clé, c'est un vocabulaire très onusien, je dirais. Donc, mais effectivement, je pense que les gens se retrouvent plus facilement dans quelque chose qui ne met pas au banc de la communauté et qui rassemble. Donc, lorsqu'on a dans les populations clés, on s'aperçoit que la définition est assez large, puisqu'on va avoir des groupes qui sont plus ou moins vulnérables face à ce virus. Avec une forme de parallèle aussi. On revient un petit peu à l'évocation du début avec d'autres maladies émergentes. On pense à Ebola d'abord, et puis plus près de nous, puisqu'on y est encore, au Covid. D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé évident, Michel Bourrelly, avec l'arrivée du coronavirus? Certains points communs, on disait pour le meilleur et pour le pire, mais pour commencer, les réactions, les rumeurs, les fausses nouvelles, et puis le déni surtout. Ça n'existe pas, toute une partie de la population, y compris encore aujourd'hui en France et dans d'autres pays du monde, qui disent tout ça, c'est un voile de fumée. Ah oui, ça c'était flagrant qu'il y avait une comparaison entre les deux pandémies. Et je me dis toujours que si on avait vécu le début du VIH maintenant, nous aurions été pendus à l'ère des réseaux sociaux. Moi, je suis homosexuel, séropo. On aurait été cloués sur les portes, compte tenu de ce qui s'est passé et de la non-gestion de tous ces sachants qui ont dit tout et n'importe quoi sur les antennes, sans l'intervention de qui que ce soit, d'aucune autorité, pour dire l'absence de modération. Il n'y a pas de modération, et ça aurait été une catastrophe. C'était déjà une catastrophe parce que le VIH a été une catastrophe. Mais je pense que 40 ans plus tard, ça aurait été vraiment fabuleusement horrible. Alors, on souligne, il y a quand même des améliorations, on l'a dit, du côté des traitements, du côté de la communication aussi, parce qu'on en parle plus facilement, même si avec le Covid, c'est un petit peu passé, ça a été relégué au second plan. On parle de la recherche. Vous parliez d'une génération décimée, de ces noms qu'on efface parce que les personnes sont parties. Alors, pour la nouvelle génération, comment est-ce que ce risque est perçu? Charlie Dupieux est allé tendre son micro à Noémie et à Agathe, elles ont 21 ans, Ewan et Edwin, 23 ans, Arthur, 25 ans. Quand on est ado, la façon d'approcher le sida, c'est par la théorie, des connaissances assez vagues et générales, quoi. Surtout à une époque où moi, je n'étais pas concerné par ce risque. Moi, je pense que j'avais les cours peut-être d'éducation sexuelle, et encore, dans mes souvenirs, j'en ai pas eu énormément. Peu. Il y en avait assez peu. Moi, dans ma tête, j'associais sida et sexe. Et moi, c'est vraiment un truc dans ma vie sexuelle qui me faisait assez peur. Parce que j'ai vraiment lié maladie et sexualité. Moi, c'est simple, c'est que les MST, j'en avais conscience. Et mes premières expériences sexuelles, je les ai rapidement eues avec une personne avec qui je suis resté en couple. Donc on a fait des tests, et puis après, on est passé à autre chose. Enfin, je veux dire, il n'y avait plus de préservatif, en fait. Donc ça a duré des années. Et lorsque je n'étais plus en couple avec cette personne, là, j'ai commencé à découvrir ce que c'était que d'avoir des relations sexuelles avec de multiples personnes, dans un laps de temps assez court. Du coup, là, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais plus à même, en fait, je sais pas si on peut se dire de rencontrer des MST, mais voilà. Je me suis globalement protégé, mais il y a un moment donné où je l'ai pas fait. Et donc, un jour, j'ai eu une MST, je ne connaissais pas du tout, du coup, c'était le chlamydia. Et bim! Et l'attaque, le coup de pas de chance, quoi. C'est vrai que le préservatif, c'est super nul, en fait.
en termes de plaisir, mais en même temps c'est indispensable. On repense à ces fameux moments en seconde où il y avait une dame qu'on ne connaissait pas qui rentrait dans la classe et qui nous disait « Attention, vous allez subir une trithérapie toute votre vie ». Je pense que c'est pas une tare d'aller se faire dépister, c'est même une très bonne chose pour l'avoir fait plusieurs fois. Je l'ai fait 4 à 5 fois. Et justement, est-ce que vous autres, vous êtes déjà fait dépister ? Moi, je me suis jamais fait dépister du fait de mon orientation sexuelle où il y a moins de danger, ou du fait aussi que j'ai une seule partenaire depuis le début. Du coup, je sais qu'il n'y a rien et du coup, j'ai jamais eu le besoin, ou j'ai jamais ressenti le besoin de me faire dépister. Non, en tant que lesbienne, je me sens pas concernée en fait. Je me suis fait dépister une fois parce que, effectivement, dans le cadre d'une relation longue, on ne sait jamais, ça peut venir d'autre part. Il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, mais qui sont transmissibles autrement. On a toujours entendu parler de ça. Nous, notre génération, c'est une évidence presque. De se protéger, d'utiliser des préservatifs. Notre génération et puis aussi notre pays. Oui, non, bien parce sûr. qu'on est dans un pays où on a les moyens de... On a accès aux méthodes de contraception, on a accès... Bien sûr. Moi, j'ai plus l'imaginaire un peu des vieux films, ce genre de choses où tu dis tu le chopes, tu meurs. Des vieux films non plus. Ouais, excuse-moi. Mais enfin, je veux dire, des années 80, ce genre de truc où tu dis, tu l'as, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est sûr, il y a la trithérapie. Tu te dis, du moment où tu l'as chopé jusqu'à ta mort, en fait, tu devras prendre des médocs absolument tous les jours. Depuis tout petit, il y a 2 imaginaires qui tournent autour du sida, qui sont faux. Le premier, c'était quand on était petit, je me souviens, il y avait une insulte, c'était genre on se touchait, on se disait qu'on avait le DAS dans la cour de récréation. Alors je sais pas si vous avez eu ça, mais... D'accord. Je dis rien. Donc nous, c'était « Ah, t'as le sida » et tout, voilà. Je dirais que c'était en école primaire. Hein. C'était une insulte, entre nous. Une stigmatisation, quoi. Et le deuxième truc, c'est que ça m'a toujours paru un peu loin, et même encore aujourd'hui, pour moi, un peu comme Ebola il y a quelques années, c'était en Afrique, quoi. C'était pas pour nous, c'était pas dans nos pays développés où la santé publique, elle va super bien... Cocorico, on a de l'étude, on peut faire de la prévention, et puis on a des capotes gratos ou remboursées par la Sécu. Donc, moi, là, j'ai 23 ans. Jusqu'à 20 ans, pour moi, c'était uniquement réservé à des pays africains, quoi. Majoritairement. Je sais bien qu'on peut avoir le sida en Europe. Parole, regard de jeunes sur le VIH-Sida. On voit qu'il y a beaucoup de communication à faire encore parce qu'ils sont conscients qu'il y a des choses qui étaient fausses, mais il y a encore un certain nombre de questions qui se posent. Vous, le docteur en pharmacie Michel Bourrelli, militant de toujours, on va dire acteur de la lutte contre le VIH, quand vous entendez le mot banalisation, vous répondez quoi ? On entend aussi chronicisation, oui. Ça veut dire, on disait mais des médicaments toute la vie, en même temps quand on a le diabète de type 1 aussi, on a des médicaments toute la vie, même chose pour l'hypertension, il n'y a pas que le VIH qui impose un traitement à vie, mais cette fameuse banalisation que certains évoquent. Il l'évoque, je ne pense pas que banalisation soit effectivement le mot souhaitable, c'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement de s'orienter sur quelque chose où on ne stigmatise pas les personnes porteuses du VIH. Donc, pour autant, banaliser voudrait dire que c'est terminé. Et puis que c'est pas grave, alors que c'est faux. Or, à l'heure actuelle, effectivement, on vit avec des traitements. On peut vivre avec des traitements, mais le sida, ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup qui voudraient nous faire croire que c'est terminé et passer à autre chose et faire une santé, cet imaginaire où avec finalement l'argent du VIH, on va tout faire. Non, il faut continuer à donner, à d'action à d'autres et faire en sorte qu'il y ait de l'argent pour le VIH parce que c'est pas terminé. Et pour la recherche, on va justement vous donner la parole à présent. On a parlé de ces dispositifs, ces avancées, l'ARV, la PrEP, l'autotest et puis une recherche active. Docteur Luis Pizarro, bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes médecin-chef d'équipe pour United. Encore une fois, l'enjeu de la santé des patients, du bien-être, de l'observance, puisqu'on parle encore d'un traitement à vie, d'où l'importance de simplifier la prise des médicaments avec une prise contraignante aujourd'hui, d'où l'importance de développer des médicaments à action prolongée. D'ailleurs, on travaille, docteur Pizarro, non seulement pour le VIH, mais aussi pour d'autres infections.
Absolument. C'est pour nous United, donc une organisation internationale qui aujourd'hui a comme mission justement de rendre cette innovation accessible dans les pays à faibles ressources et pour les populations qui en ont le plus besoin. On se met comme priorité d'avoir des produits qui soient le plus simples possible, qui accélèrent du coup la prise en charge de ces patients et qui permettent aussi ensuite au système de santé d'être plus à même de soigner les patients. Et ces traitements-là de longue durée vont en faire partie. Vous dites on en est où aujourd'hui dans l'état des recherches? S'il y a des auditeurs séropositifs qui nous écoutent, et j'en ai aucun doute, il y en a certainement, ils se disent ça pourrait vraiment être une solution plutôt que prendre à combien de reprises par jour, Michel Bourelli, le traitement aujourd'hui quand on veut justement être bien couvert? Maintenant, une dose, une prise suffit. Bon, pour ne plus avoir cette contrainte quotidienne, ça pourrait être à quelle échéance, Luis Pizarro? Alors, aujourd'hui, on a des traitements qui se font sous forme injectable, des injections intramusculaires. Et en France, par exemple, à partir de cet automne, l'autorisation de mise sur le marché, c'est de les faire tous les 2 mois. On peut aussi, on est en train de faire pas mal de recherches, notamment en Afrique. Aujourd'hui, pour la PrEP, vous en avez parlé tout à l'heure, et ça aussi, ça serait quelque chose de très important si on peut en plus les joindre, par exemple, à de la contraception. Et donc permettre notamment aux jeunes femmes qui aujourd'hui n'ont pas des résultats aussi positifs qu'on le souhaiterait, d'avoir une double protection. Mais ce qui est important pour nous, c'est de se concentrer d'un côté sur des nouveaux médicaments. Il faut avoir en tête que 80% à peu près de la recherche sur les médicaments se fait aujourd'hui sur des médicaments à libération prolongée. Donc les médicaments d'un côté, mais aussi la formulation qu'on va utiliser. J'ai parlé tout à l'heure d'injection intramusculaire. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir une petite chaîne de froid, qu'il faut avoir quelqu'un pour le faire. Et vous l'avez bien dit, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de rendre le patient autonome et donc chercher des formulations qui soient beaucoup plus adaptées aux patients, peut-être en sous-cutané comme pour le diabète, peut-être à travers des patchs, peut-être à travers même des implants. Et ainsi pouvoir même mener la prise de ces médicaments à 6 mois, voire plus. Et ça, c'est des recherches qui sont en cours. Dans cette histoire du sida, on voit qu'il y a des vrais progrès, il y a une vraie émulation. On a parlé depuis le début de l'émission de tout ce qui a changé, mais il y a un grand absent qui pourtant a été rendu disponible en 1 année pour le Covid-19. Ce grand absent, c'est le vaccin. Docteur Pizarro, je vous laisse sans voix avec ce vaccin que quand même la communauté des patients et la communauté médicale espère et attend. Parce que moi, je vous dis les choses franchement, il y a beaucoup d'auditeurs dans la réaction sur Facebook qui disent « Pourquoi on trouve un vaccin 1 an contre le Covid et nous, pour le sida, on n'a toujours rien? Pourquoi ?» Alors, il faut avoir en tête que le virus est tout à fait différent. Et malheureusement, les stratégies qu'on a pu mettre en place pour la Covid ne s'appliquent pas exactement sur le cas du VIH. Mais je pense qu'il faut, de l'autre côté, garder un regard aussi positif parce que toute la recherche qui a été faite pour trouver ce vaccin-là a accompagné des découvertes très importantes qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des médicaments plus performants. On parle par exemple des anticorps monoclonaux, on parle de tout le cycle d'intégration de ce virus dans la cellule. Au fur et à mesure qu'on l'a compris, on a pu développer des médicaments qui étaient spécifiques à chacune de ces étapes. Peut-être Michel, comme pharmacien aussi, pourra rajouter quelque chose là-dessus. Merci beaucoup, Dr Luis Pizarro. Merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chef d'équipe pour United. Le temps passe vite. Il nous reste à peine 1 minute. Michel Bourelli, juste une question. Quand vous avez vu le Covid arriver, est-ce que vous avez dit c'est une très mauvaise nouvelle pour nous, la communauté qui lutte contre le VIH, ou alors on va aller ensemble de l'avant? C'est les deux, c'est les deux, parce que c'est une très mauvaise nouvelle parce que pour la planète en général, pour les individus qui ont été touchés, mais aussi pour les mouvements associatifs, pour la lutte, pour la prise en charge, pour le dépistage. On s'est rendu compte, on va bien se rendre compte qu'il y a une baisse du nombre de personnes dépistées et certainement une augmentation de personnes infectées. Donc c'est une assez mauvaise nouvelle, malheureusement. Et il faut continuer à travailler et on y contribue bien sûr. Protégez-vous, Michel Bourelli.
Merci beaucoup. Merci, Caroline. Ces 40 ans d'histoire aux éditions du Nouveau Monde. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, Ophélie Lassène, Louise Calédec, Didier Bleu, Laurent Hérault. Demain, le docteur Catherine Solano, sexologue, qui sera là pour répondre à vos questions sur la sexualité. On parlera du désir déséquilibré dans le couple. À demain. D'ici là, portez-vous bien. Protégez-vous et lavez-vous bien les mains, bien sûr.